le processus de matérialisation d'une vision, celle de Sa Majesté le roi Mohamed VI, avec ce discours sur l'initiative atlantique. Nos amis du Mandé nous ont habitués parfois à dire que certes le monde est vieux, mais que l'avenir sort du passé. Quand nous parlons d'Afrique atlantique, de chaîne de valeur, de circulation, en fait ce n'est qu'une vision qui revivifie celle partagée depuis un passé lointain. C'est une certaine géopolitique contemporaine qui nous avait habitués à une séparation entre, si j'ose dire, deux aires géographiques qui ne peuvent être séparées. Le Sahara, le grand désert du Sahara, n'a jamais été une barrière infranchissable, mais une véritable mer intérieure qui a toujours invité à passer d'un rivage à un autre. Au moment des grands ensembles et de la recomposition des entités géopolitiques, l'initiative atlantique portée par Sa Majesté le roi Mohamed VI, mais tel qu'on le voit aujourd'hui à l'issue des discours que nous avons entendus, aujourd'hui portée par tout le monde, c'est-à-dire que cette vision est partagée au regard de sa pertinence, mais aussi au regard de l'enjeu que cela représente pour l'avenir de notre continent qui doit aller vers plus d'intégration. Nous nous félicitons donc aujourd'hui que ce séminaire international puisse nous entretenir d'une thématique aussi importante en présence d'éminentes personnalités du monde scientifique, académique que nous avons aujourd'hui. Et cela se tient dans ce lieu symbolique, comme vous le savez, juste à notre droite, où la première fois dans l'histoire du Maroc, si je ne m'abuse, le souverain a pu s'adresser aux Marocains depuis l'étranger. C'était en 2016 avec le discours de la Marche verte qui a été prononcé dans cette salle. Donc beaucoup de symboles aujourd'hui qui nous réunissent. Et pour cela, dans ce premier panel, où nous allons traiter de la question de l'intégration des infrastructures et des chaînes de valeur sur les corridors atlantiques africains, que nous allons aussi mettre en même temps avec la session 2 qu'on va fusionner sur les initiatives du Maroc pour une Afrique atlantique intégrée et émergente. Sujet de haute importance, mais pour en parler, nous avons le plaisir d'avoir avec nous aujourd'hui notre collègue et ami de l'université Abdelmalik Assadi de Tanger, M. Nabil Jedlan, qui est connu pour ses travaux sur l'Union africaine, qui est consultant de l'Union africaine, mais aussi de l'OSCE, qui travaille sur les grands ensembles, sur des questions éminemment stratégiques, mais aussi notre frère, notre aîné, notre ami, professeur Babacar Socrate Diallo, qui va s'exprimer depuis son fauteuil, et qui est le fondateur et le directeur du Centre d'études diplomatiques et stratégiques de Dakar, qui fait un excellent travail et surtout qui nous a beaucoup appris sur les relations entre le Maroc et le Sénégal et l'Afrique de manière générale. Son centre qui est un passage obligé pour tous ceux qui sont, ceux qui expriment en tout cas une curiosité intellectuelle et une soif de savoir sur les questions diplomatiques et stratégiques et géopolitiques sur notre continent. Et nous avons le professeur Malik Sané. Professeur Malik Sané, qui est professeur titulaire des universités et à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, qui parle d'intégration, parle de Cheikh Anta Diop, avec des travaux mondialement reconnus dans le domaine des sciences économiques, mais aussi sur tout ce qui touche la question de l'intégration. Pour commencer, et conformément à la teranga sénégalaise, nous allons donner la parole à notre frère du Maroc, sachant que, comme je le disais tout à l'heure, je dis souvent que chaque Sénégalais a au moins deux patries, le Sénégal et le Maroc. Donc, vous êtes chez vous, Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum wa rihlatan wa naqatan fa anta rabbul bayt wa nahnu ad-duyuf. Voilà, merci. شكرا جزيلا. Donc
Votre Excellence, Mesdames, Messieurs, Nabil Jlan, donc je suis enseignant-chercheur à l'Institut Tanger. Je suis invité aujourd'hui je tiens tout d'abord à féliciter Son Excellence pour l'invitation, mais également le remercier plutôt pour l'invitation et le féliciter pour l'organisation, pour le choix du thème. Je suis très content, je crois que cette année c'est la 3e fois que je me rends au Sénégal, c'est effectivement mon 2e pays. J'ai plein de collègues, d'amis avec qui j'ai partagé mes années d'études en France ou avec qui je continue à collaborer et je suis très fier et très ravi. Alors, plusieurs éléments par rapport à ce que j'allais dire ont été brillamment exposés. Vraiment, j'étais surpris de degré d'expertise et de connaissance vraiment par rapport à ce sujet-là. Je reviens sur quelques éléments qui me paraissent importants également, notamment le monde qu'on est en train de traverser. Je crois que c'est très important. Nous traversons un monde en polycrise, un monde où les crises simultanées géopolitiques, géoéconomiques, climatiques, etc., ont des impacts beaucoup plus importants que ce qu'on avait auparavant par rapport aux crises sanitaires également. Également une mondialisation marquée par l'émergence de pôles économiques régionaux. Face à cela, nous avons un continent africain très riche en matières premières, qui a des atouts en termes de population jeune, en termes géographiques, mais malheureusement qui n'est pas unique pour relever les défis et pour créer de la richesse, créer des postes d'emploi pour ces jeunes africaines et africains. L'Afrique possède, ça a été déjà dit, des gisements de matières premières, des marchés en expansion, des initiatives continentales. ZLECAf, on peut la présenter comme un atout. Mais la question qui reste posée quand même, c'est comment transformer ces atouts en une réalité, en une richesse partagée, en une prospérité continentale. Par rapport à notre sujet, vient de se poser la question sur le rôle des corridors logistiques atlantiques, justement pour réaliser cette transformation. Par rapport au titre, je reviens sur 2 éléments pour dire, dès l'introduction, l'infrastructure physique est une condition nécessaire, mais n'est pas suffisante. Mais également, pour avoir une forte intégration au niveau continental, relever les défis, nous avons besoin de l'Afrique atlantique. Je crois que ça va jouer un rôle très important pour accélérer ce processus d'intégration au niveau continental. Dans ce sens et par rapport au titre, je crois que les chaînes de valeur ont toute leur place dans ce processus-là. Je ne vais pas revenir sur la position géographique parce que j'avais préparé ça, mais tous les atouts qu'on a par rapport à l'Afrique atlantique. Mais je vais signaler seulement qu'il est très important de dépasser les logiques nationales pour construire des visions intégrées au niveau de l'Afrique atlantique. Et je réitère ma conviction que cela va servir aussi bien les pays de la région, entre guillemets, que le continent africain, en jouant un effet, ce qu'on appelle l'effet domino. Corridor logistique, qu'est-ce qu'on veut dire par corridor logistique? C'est un cadre ou un axe structurant qui permet de relier plusieurs centres de production à des plateformes de distribution. Il ne s'agit pas là de construire une route goudronnée, mais plutôt
de l'instauration d'un véritable écosystème de développement qui inclut en même temps les zones économiques spéciales, des pôles industriels, des entrepôts modernes et des systèmes de suivi numérique de marchandises. Nous pouvons mesurer la qualité de ces corridors par plusieurs facteurs. Premier facteur, la fluidité des transports de coordination entre les États traversés, la performance des douanes, la disponibilité des infrastructures de base, mais également la sécurité de marchandises. Quand un pays ou un ensemble de pays réussit à instaurer un corridor efficace, cela permet parfois de réduire les coûts logistiques jusqu'à la moitié, 50% de réduction de ces coûts. Améliorer la compétitivité des exportateurs, encourager les investissements étrangers dans les chaînes de transformation locales. Je crois qu'à travers ces éléments-là, on peut comprendre l'importance de ces corridors. Plusieurs types, corridors maritimes côtiers, corridors terrestres, corridors multimodaux. Mais je crois que le plus important, c'est les corridors multimodaux, pour moi, parce qu'ils ont un fort potentiel de transformation. Ils favorisent l'interopérabilité des réseaux, ils réduisent ce qu'on appelle les goulets logistiques, mais leur développement suppose dans un premier temps une forte volonté politique. Et je crois, depuis la matinée, on a vu que la volonté politique des responsables, aussi bien marocains que sénégalais, est là. Leurs interventions en ont témoigné. Une standardisation technique et un financement soutenu à long terme sont des investissements qui coûtent très cher. Donc s'ils ne sont pas intégrés dans une stratégie globale, holistique, dans un premier temps, on aura problème à avoir ces financements, mais après, se posera le problème de leur rentabilité. Il y a une relation, à mon avis, très forte entre ces corridors logistiques et l'intégration économique régionale. Et on sait à quel point cette intégration économique régionale est importante pour la croissance et le développement de l'Afrique. L'intégration régionale ne peut pas se faire sans infrastructures interconnectées. Routes transfrontalières, postes de douane harmonisés, plateformes logistiques partagées. Lorsque ces corridors sont performants, ils permettent de désenclaver les pays, de les connecter aux marchés mondiaux. Mais là, il faut dire qu'il ne faut pas seulement penser aux chaînes de valeur, parce que lorsqu'on parle de la connexion aux marchés mondiaux, il faut penser également au marché au niveau continental. Il y a aussi bien les chaînes de valeur mondiales, mais comme étape intermédiaire importante, les chaînes de valeur régionales. Malheureusement, je rappelle au passage la définition de chaîne de valeur, entre guillemets, c'est l'ensemble des activités nécessaires pour concevoir, produire, commercialiser et livrer un produit ou un service. Mais au niveau africain, on a constaté malheureusement que ces chaînes de valeur sont souvent fragmentées, dominées par des acteurs extérieurs et peu créatrices de valeur locale. L'intégration des chaînes de valeur en Afrique se heurte à plusieurs obstacles. Par rapport à ces éléments, il y a l'inadéquation des infrastructures logistiques, la faiblesse du capital humain, les barrières tarifaires et non tarifaires, ainsi que la fragmentation des marchés. Mais sur le plan logistique, le coût du transport en Afrique reste parmi les plus élevés au monde. Les entreprises doivent souvent faire face à des délais importants aux frontières, des routes dégradées, des ruptures de stock chroniques et une logistique parfois mal maîtrisée et informelle. Alors qu'en réalité, en Afrique, plusieurs atouts sont présents, notamment au niveau sectoriel. Il y a vraiment des success stories qu'on peut présenter en Afrique, que ce soit en agro-industrie, textile, pharmaceutique, l'industrie automobile,
mais également les énergies renouvelables, où je pense que l'Afrique a un avantage naturel très important par rapport aux autres continents. Mais encore une fois, pour que ce corridor logistique soit efficace, il faut les penser comme un outil au service de la structuration de ces chaînes de valeur, l'approvisionnement et la distribution des chaînes de valeur. Comme ça, ces corridors pourraient vraiment renforcer l'intégration régionale et continentale au niveau africain. Si on dresse un certain état des lieux de ces éléments, on peut dire dans un premier temps que, je vais passer un certain nombre d'éléments, mais par rapport aux ports, par exemple, les ports atlantiques africains, Tanger-Med, port de Dakar, Abidjan, Lagos, leur efficacité n'est pas égale. Il y a un certain écart et qui pourrait justement être exploité pour remonter dans les chaînes de valeur, une certaine complémentarité entre ces ports, échange d'expérience, d'expertise qui pourrait, au service de l'intégration continentale et de l'intégration de l'Afrique atlantique. Deux défis majeurs restent posés. Le premier, la modernisation des ports qui existent déjà, mais également développer des corridors logistiques qui les relient efficacement aux bassins de production et de consommation. Donc ce sont les deux défis par rapport à ce premier élément. Corridor terrestre, et là je l'ai déjà dit, on ne peut pas se limiter à la construction d'infrastructures. Politique, réglementation harmonisée et réglementation des procédures devraient être instaurées. Maintenance efficace, un cadre réglementaire clair. Par exemple, la création des guichets uniques frontaliers, etc. pourrait améliorer l'efficacité de ces corridors. Les zones économiques spéciales. Les zones économiques spéciales qui devraient être pensées comme un nœud logistique inséré dans un écosystème régional cohérent, connecté à un corridor opérationnel. L'importance de ces zones économiques spéciales, c'est qu'ils permettent la concentration de l'investissement, des services logistiques, mais également de la main-d'œuvre qualifiée et les infrastructures de production. J'habite à Tanger, je peux en témoigner. J'ai vécu la transformation d'une région au Maroc grâce à ces zones économiques spéciales, à leur connexion aux ports et aux autres corridors logistiques. Donc c'est très important. Malheureusement, de nombreuses zones économiques spéciales africaines souffrent de manque de raccordement aux grands axes, faible gouvernance et déficit de services. Par exemple, au Maroc, on a choisi de sous-traiter une partie, la partie importante de la gestion de ces zones, au secteur privé. Le privé sait parler au privé. C'est très important. L'État est là pour créer, pour stimuler, mais la gestion se fait par des acteurs de terrain qui connaissent très bien les défis et les problèmes à relever. Les défis du transport multimodal, malheureusement, c'est le type le plus demandé en Afrique, puisqu'il fait appel à plusieurs modes de transport, mais malheureusement, il est largement sous-utilisé en Afrique. Et je crois que c'est l'avenir, mais pour cela, on a besoin d'une politique d'accompagnement, une politique qui devrait être en même temps progressive, parce que ça demande beaucoup de compétences, de moyens financiers, mais également une approche parallèle. Il faut investir en même temps sur différents niveaux pour pouvoir in fine atteindre l'objectif souhaité. On a des success stories encore une fois en Afrique, et notamment je crois que le Maroc pourrait être présenté comme 3 minutes. D'accord.
Ok. Bon, les défis qui restent à relever, on peut parler de la digitalisation de l'Afrique. Malheureusement, là aussi, l'Afrique accuse un certain retard en matière de digitalisation des chaînes. Énergie, connectivité, la même chose. Des infrastructures logistiques ne peuvent pas fonctionner de manière optimale sans un environnement énergétique fiable et connectivité numérique robuste. Mais lorsqu'on parle d'énergie, on doit penser à l'énergie renouvelable, durable, mais pas parce que les autres multinationales non africaines, entre guillemets, le demandent dans le cadre de ce qu'on appelle CBAM, le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, qui va nous imposer un certain ajustement par rapport à ces normes environnementales, mais il faut le penser comme un besoin interne. Je crois que l'Afrique a cet atout, je l'ai déjà précisé, mais il peut aussi l'exploiter pour démocratiser l'accès à l'énergie. Je crois que c'est très important. Sécurité résiliente, je crois que là, ce qu'il faut dire, c'est que la mise en place d'un mécanisme d'anticipation des crises, de diversification des itinéraires, d'infrastructures de secours et de coopération, surtout dans le cadre de crises qui existent dans la région, je crois que c'est très important pour envoyer un signal de confiance et augmenter la stabilité de l'Afrique atlantique. Je propose une feuille de route en 4 éléments que je vais résumer brièvement. Premièrement, cartographier les corridors prioritaires, identifier les projets structurants. Deuxièmement, développer des infrastructures multimodales, modernes et résilientes, connectées à des plateformes industrielles. Troisièmement, renforcer la coopération régionale à travers des mécanismes institutionnels efficaces et une harmonisation réglementaire. Et enfin, impliquer, le point avant-dernier, c'est impliquer le secteur privé dans le financement, la conception et la gestion de projets. Et enfin, adopter une approche fondée sur les données en intégrant le numérique, la transparence et le suivi des performances logistiques. Mais il faut signaler enfin, en guise de conclusion, que cette feuille de route doit être portée par une vision partagée, une volonté politique affirmée et un engagement coordonné des parties prenantes à tous les niveaux. Merci pour votre attention. Merci beaucoup, cher professeur Jedlan, avec cette belle introduction sur l'inégalité et la question de la nécessaire complémentarité, et en fait le fait d'avoir souligné, et ça on le retient tous, le fait que l'Afrique, bien que disposant d'atouts majeurs, agit encore en deçà des capacités. Et c'est là où les convergences peuvent servir, et aussi la synergie des efforts et des stratégies. Et je crois que ça rentre en droite ligne avec l'idée de la connectivité de ces différents pôles de l'Atlantique, qui à mon avis ils ne font que suivre des routes qui existaient déjà, et de par l'histoire, de par la géographie, qui ont toujours lié les différentes régions de l'Afrique, qui à un moment de leur histoire ont été certes séparées par ce que l'on sait, mais qui aujourd'hui agissent dans une volonté de recouvrer cette unité naturelle que nous avons afin de construire des ponts face aux murs qui se dressent devant nous. Et ce qui est une belle transition de votre part, pour passer la parole à notre ami professeur Sané. Et je terminerai par mon ami Carlos et Socrate, du moins, pas Carlos mais Socrate. Voilà, professeur Sané, vous avez la parole. Voilà, merci bien, monsieur le modérateur. Je voudrais d'abord saluer l'assistance constituée de très hautes personnalités, comme ambassadeur, comme ancien ministre, comme expert. Il y a également parmi nous des étudiants qu'on a voulu effectivement inviter pour continuer un peu à les imprégner en perspective, bien sûr, le rôle à jouer ultérieurement. Je voudrais aussi remercier son Excellence pour nous avoir retenus dans ce panel.
Et nous avons bien sûr répondu avec beaucoup de plaisir. C'est un honneur, c'est un privilège de pouvoir en tout cas discuter, échanger sur des problématiques majeures qui interpellent l'avenir de notre continent. Saluer également la pertinence de la tenue de ce séminaire sur un thème de haute portée intitulé « Vers des chaînes de valeur intégrées pour une Afrique atlantique émergente ». Et donc j'ai été invité à parler de l'axe 2 portant sur les initiatives du Maroc pour une Afrique intégrée et émergente. Et je voudrais dire, en tout cas, l'occasion qui nous est offerte ici de parler de cette stratégie marocaine qui devrait être mon premier point, parce que je crois qu'en Afrique, en termes de stratégie, ce que nous révèle le Maroc depuis quelques années est quelque chose qu'il faut saluer, qu'il faut un peu perpétuer un peu partout pour aller véritablement vers l'atteinte d'objectifs stratégiques et prospectives pour le continent africain. De ce point de vue, en tout cas, je voudrais y insister comme premier point. Un deuxième point, c'est, étant donné qu'on nous parle d'infrastructures, notamment en Afrique atlantique, dire la complémentarité nécessaire qu'il faut entretenir entre cette stratégie marocaine de l'Atlantique et un programme hautement d'importance défini par l'Union africaine, à savoir le programme de développement des infrastructures en Afrique, qui porte sur l'ensemble des volets allant du transport à l'énergie, mais également intégrant les aspects de connectivité et bien entendu toute cette logistique portuaire et autoroutière, les corridors. Et étant donné que le PIDA n'aborde pas trop la frange atlantique, en tout cas concernant le Maroc pour certaines raisons, je pense qu'il y a ici véritablement une complémentarité à faire jouer, notamment pour avoir des économies d'échelle. Ensuite, j'aborderai comme troisième point la question des conditions de réussite, quelques conditions de réussite fondées sur un certain nombre de défis, sans lesquels peut-être l'atteinte de l'objectif pourrait en tout cas être compromis. Donc, sur le premier point concernant la stratégie marocaine, c'est une stratégie en tout cas qui a attiré mon attention depuis quelques années déjà, étant donné que cela me semble être extrêmement bien pensé, partagé par l'ensemble des composantes marocaines, à l'image de la tenue de ce séminaire-là. Et au niveau des autres composantes, comme les universités, ça déjà, je l'ai vécu au moins, c'était déjà en 2019, c'était à l'occasion d'un séminaire qui s'est tenu à Tanger notamment, organisé par Amenet, qui est un réseau mondial et qui a une préoccupation particulière sur la problématique de l'intégration à l'échelle mondiale, mais surtout autour de la Méditerranée, en Afrique également. Oui, j'étais là-bas comme panéliste à l'époque. J'ai pu vérifier ça également à travers le Conseil économique et social marocain, à l'occasion d'un panel également où on a été conviés
pour explorer d'autres dimensions, n'est-ce pas, de cette stratégie. Et nous voilà encore aujourd'hui réunis pour parler, en tout cas, de cette stratégie marocaine, qui est donc multidimensionnelle, axée sur le renforcement de son rôle comme hub économique et diplomatique à l'échelle continentale, fondée sur une stabilité de développement, mais également une coopération sud-sud affirmée. Il faut dire que cette stratégie repose sur un certain nombre d'axes majeurs, économiques et industriels. Le Maroc, comme vous le savez, en tout cas, connaît une phase de croissance durable depuis longtemps. Et je pense que c'est peut-être par beaucoup de modestie, d'humilité, que ce pays-là ne se prévaut pas comme étant un pays émergent. Mais je crois que dans la réalité, le Maroc est un pays émergent à bien des égards. C'est l'aspect également de coopération sud-sud, fondé sur des investissements. Je crois qu'à ce niveau-là, en tout cas pour ce qui concerne l'Afrique, à la fois l'Afrique dans sa globalité, la stratégie marocaine elle est manifeste, notamment au niveau du secteur bancaire, c'est au niveau du secteur aussi des bâtiments, des travaux publics, mais sur les aspects également liés au commerce. Il y a également la problématique de la connectivité et des infrastructures. Je crois qu'on l'a beaucoup souligné. Parmi les freins auxquels le continent africain est confronté pour bâtir une économie solide, diversifiée, il y a la problématique des infrastructures. Les infrastructures matérielles, comme les routes, les corridors, chemins de fer, mais il y a également les infrastructures immatérielles, la connectivité, l'Internet et bien sûr le capital humain. Sans parler bien sûr de l'énergie qui joue un rôle extrêmement important pour toute politique d'industrialisation. Et sur cette question concernant les infrastructures, l'Afrique, à travers le PIDA, l'Union africaine notamment, a mis en place depuis les années 2010 ce qu'on appelle le programme de développement des infrastructures en Afrique, le PIDA. Ce qui me permet donc d'engager mon deuxième point pour ne pas être trop long. Et cette initiative continentale visant à transformer l'Afrique grâce à des infrastructures modernes qui couvrent différents secteurs allant du transport à l'énergie, à l'eau, aux technologies de l'information et de la communication, avec des études techniques ficelées, des coûts évalués et une mise en œuvre fondée sur 2 séquences, 2010-2020 et 2020-2040. Évalué bien sûr prenant en compte pratiquement la quasi-totalité du continent africain, mais j'ai pu regarder encore l'emplacement des différentes infrastructures, un peu en perspective, n'est-ce pas, de cette présentation. Et effectivement, je me suis rendu compte que sur la façade atlantique, en tout cas du côté du Maroc jusqu'au Sénégal, je n'ai pas vu beaucoup d'investissements en dehors peut-être de cette route-là et bien sûr du pont sur le fleuve Sénégal. Pour dire que cette initiative Afrique Atlantique, qui serait un peu le pendant de ce qui se fait en Afrique de l'Est avec la tripartite,
qui part du Cap au Caire. Ici, on a une autre initiative, effectivement, qui va partir du Maroc, n'est-ce pas, vers l'Afrique du Sud, en considérant les autres initiatives et projets, notamment de corridors, d'autoroutes, de gazoducs, n'est-ce pas, que le PIDA a bien retenu. Et du point de vue, notamment, la zone Afrique de l'Ouest, Afrique de l'Est, le PIDA, en tout cas, vise à interconnecter les pays via des projets sur le transport, sur l'énergie, mais également au niveau des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Cela inclut également un certain nombre de routes transfrontalières, des lignes électriques reliant différents pays. C'est également des infrastructures de transport, de communication pour améliorer l'accès à l'Internet, mais également aux services numériques. Compte tenu, n'est-ce pas, de ces deux configurations, il me semble qu'il est absolument nécessaire de converger ou de faire converger ces deux initiatives qui sont complémentaires pour rendre véritablement efficace la mise en œuvre, n'est-ce pas, de cette initiative de haute portée. Parce que des études ont montré que parmi les variables qui font obstacle au développement du continent africain, les infrastructures viennent en première place. Infrastructures matérielles et immatérielles, avec des effets néfastes sur d'abord le secteur industriel à hauteur de 60%, parce qu'effectivement sans énergie on ne peut pas parler d'industrialisation. Les effets négatifs s'expriment également au niveau du secteur primaire comme secondaire. On a également comme autre variable la problématique de la main-d'œuvre, le capital humain, mais également bien sûr des marchés internationaux. Mais ici, on va surtout nous arrêter à cette stratégie concernant notamment les infrastructures qui constituent un levier de croissance, un levier de développement qui devrait donc faire bouger tout ce qui est initiative industrielle, mais également concernant tous les secteurs agro-industrie et bien sûr les services. Mais pour que cela se fasse, il y a, en tout cas à mon sens, un certain nombre de conditions de succès pour cette stratégie marocaine cumulée à la stratégie africaine, notamment à travers le programme de développement des infrastructures. Et à ce niveau-là, je pense qu'il y a 3 défis majeurs qu'il faut peut-être surmonter et qui, très souvent en tout cas, ont bloqué la progression de l'intégration économique sur le continent africain. C'est d'abord la question de l'engagement. Mon collègue de tout à l'heure en a parlé. Engagement, bien sûr, la volonté politique. Parce que si effectivement cette volonté s'exprime du point de vue marocain, parce que c'est une stratégie pensée, réfléchie et partagée par toutes les composantes, mais sur le reste du continent, cette volonté politique n'est pas toujours évidente, compte tenu des blocages qu'on a vus à travers les accords commerciaux régionaux, qu'il s'agisse de la CEDEAO, de la CEAC ou de la SADC, pour nous en tenir que ce qui concerne les accords commerciaux régionaux de la frange Afrique Atlantique. L'autre défi à relever, c'est la problématique du financement.
parce que les infrastructures coûtent extrêmement cher, les ressources sont rares, même si, bien sûr, à travers l'innovation, à travers en tout cas la mutualisation, les pays pourraient, n'est-ce pas, pouvoir faire avancer les choses. Mais je pense que c'est un défi non négligeable qu'il faut, en tout cas, sur lequel il faut réfléchir en vue de trouver les voies et moyens, n'est-ce pas, pour aller de l'avant. Le troisième défi, c'est la question sécuritaire. Parce que nous sommes dans une zone, effectivement, où il y a beaucoup de mouvements qui peuvent à la fois freiner la mise en œuvre, n'est-ce pas, de ces infrastructures, mais également freiner leur exploitation. Et cette question sécuritaire, je pense que c'est une question extrêmement importante à laquelle il faut prêter toute l'attention pour pouvoir effectivement aller de l'avant. Juste pour terminer, parce que je pense qu'il y a quelques discussions qui vont poursuivre, conclure sur les opportunités immenses que recèle cette frange atlantique africaine. Dire également qu'il y a des ressources qui peuvent effectivement porter une croissance durable. Dire qu'il y a également un certain nombre d'avancées dans la mise en place des infrastructures essentielles à la croissance et au développement, notamment à travers les chaînes de valeur dans la région. Ce serait également une occasion d'approfondir l'intégration économique sur le continent africain, à la fois sur le volet commercial, mais également l'intégration économique, partant du marché commun à l'union économique, et l'union économique monétaire. Étant donné que là également, il y a un projet africain de la communauté économique africaine qui prévoit effectivement la mise en place d'une monnaie africaine unique. Même si ça paraît utopique, je crois que le rêve, ça permet aussi de faire de grandes réalisations. Et c'est un projet qui date déjà de 1991, à laquelle je pense qu'il faut aussi porter une attention quand on parle d'intégration sur le continent. Voilà, je termine. Et donc, pour dire qu'en relevant tous ces défis concernant le financement, la sécurité et la mise en œuvre effective, n'est-ce pas, de ces infrastructures tout le long de cette frange de l'Afrique atlantique, nous pourrons effectivement, sans risque de nous tromper, pouvoir espérer en tout cas une émergence de cette Afrique atlantique, mais également couplée à l'émergence des autres parties du continent. Donc je termine par une note optimiste, parce que je suis optimiste et je considère en tout cas comme militant de l'intégration que c'est la voie incontournable pour tirer l'Afrique, n'est-ce pas, de la défragmentation, de la balkanisation, pour, à l'image de ce qui se fait dans le monde, n'est-ce pas, constituer un bloc suffisamment puissant pour pouvoir défendre les causes du continent africain. Merci, monsieur le modérateur. Merci. Merci beaucoup. Nous n'avons pas été déçus, surtout sur la question de la complémentarité, en parlant du PIDA et d'autres initiatives africaines aussi. Et je crois que sur ce, M. le professeur Sané n'a pas tort. Les deux pays que sont le Maroc et le Sénégal constituent des pôles. Le Maroc, vu son ancrage en Afrique du Nord et son rôle de leadership et son rôle de jonction avec les autres espaces géographiques et géopolitiques, mais aussi le Sénégal, un pays
central dans l'ensemble ouest africain au regard de sa position géographique, de sa stabilité politique, mais aussi de son influence dans la région. Je pense que cet axe Dakar-Rabat, avec la Mauritanie qui, à mon avis, le terme en arabe est beaucoup plus éloquent, c'est un Hamzat Wasl, c'est vraiment le trait d'union, le continuum socio-historique et socio-culturel qu'il y a entre le Maroc, la Mauritanie et le Sénégal. Nous avons là un ensemble, quand même, 3 pays qui, à mon avis, peuvent peser sur la balance si nous savons mettre en commun nos forces pour surmonter les obstacles, et que parfaitement cette vision qui a été développée par Sa Majesté le roi Mohamed VI, mais aussi celle de la vision 2050 portée par le président Bassirou Diomaye Faye du Sénégal, avec l'importance de l'industrialisation, l'importance des chaînes de valeur. Je crois que nous avons là quelque chose d'important. Mais avant tout, je pense qu'on parle de chaîne de valeur, mais nous sommes déjà dans une chaîne de valeur très importante qui est l'une des chaînes de valeur les plus importantes. C'est le savoir qui, depuis le Moyen-Âge, a voyagé avec les premières universités de Fès, de Karaouine, de Ouadane, de Chingiti, de Tombouctou, de Touba, de Tivaouane aujourd'hui. Et d'ailleurs, je crois qu'il y a un certain nombre d'ingrédients qui sont là, qui nous permettront peut-être de construire ces énergies du futur. Sur ce, je donne la parole à notre aîné et notre collègue, cher ami Socrate Diallo, qui va s'exprimer depuis son fauteuil pour nous en tenir de ses réflexions et de ses remarques importante sur ce qui vient d'être dit, mais aussi sur sa vision, enfin connaisseur des relations entre le Maroc et le reste de l'Afrique subsaharienne. Socrate, tu as la parole, et tu sais que pour ne pas offusquer les Diakhaté, les autres, et les Mbaye, et les Baye, il n'y a que ton intervention qui nous sépare du cocktail. Ce n'est pas une pression alimentaire sur toi, mais c'est pour mesurer la responsabilité qui pèse sur tes épaules, en plus de la responsabilité scientifique, bien entendu. Socrate, tu as la parole. Merci beaucoup. Une façon assez subtile, assez diplomatique de faire remarquer que quand je prends la parole, je suis un vrai bavard. Mais rassurez-vous, je vais être très court. En commençant avant toute chose par remercier mes co-panélistes, notamment commencer par le professeur Malik, dont je me plais à retrouver ici en face de moi, ce qui est pour moi une occasion pour le remercier, vraiment pour lui être reconnaissant de son inestimable contribution par rapport à ce que nous faisons au Centre d'études diplomatiques et stratégiques de Dakar. Comme la plupart de ses autres collègues, mais surtout pour lui, notre seul génie peut-être, c'est d'avoir la possibilité d'identifier de très grands experts comme lui pour venir nous aider dans nos développements, dans nos projets stratégiques. C'est le cas d'ailleurs de Bakary, professeur Bakary Samb. Lorsque vous avez fait émerger des études approfondies sur les questions liées au terrorisme, au djihadisme, nous avons tous sauté sur vous parce qu'il nous fallait trouver des experts qui étaient vraiment très profond sur ces questions-là pour venir collaborer, travailler avec nous, pour nous ouvrir des horizons stratégiques qu'on pourrait partager avec toute l'Afrique. En tout cas, je vous sais gré de tout ce que j'ai fait pour nous. Je vous remercie infiniment au nom de l'ensemble de nos auditeurs. Ceci dit, je voudrais saluer cette douce assemblée qui est là, à côté de nous depuis ce matin, et vraiment me féliciter de l'initiative de son Excellence, Monsieur l'ambassadeur du Maroc, d'avoir organisé cette
ce séminaire, brillamment introduit sur le plan scientifique par mon ami Moubarak Lo, que je salue. La dernière fois que je l'ai rencontré, c'était au Maroc. C'était aussi un séminaire qu'il avait brillamment introduit. Et malheureusement, depuis lors, nous n'avons jamais eu l'occasion de nous revoir. Mais je sais que tout à l'heure, nous allons pouvoir nous reconnecter. Cette idée d'Afrique atlantique, je vous assure, a émergé en quoi, de mon point de vue, chez les Marocains, je dirais quasiment dans les années 2006. J'ai eu l'occasion, à l'époque, je connaissais une délégation du Centre d'études diplomatiques et stratégiques de Dakar, à Dakhla. C'est une importante délégation, et puisque le CRDS Dakar a été la première organisation internationale au monde à avoir visité Dakhla. Et je me rappelle, c'est à l'occasion d'un entretien que j'ai eu avec le président du CORCAS, le Conseil royal consultatif pour les affaires sahariennes, que nous est arrivé, notamment avec votre ministre des Affaires étrangères, à parler de cette Afrique atlantique. Mais avec les amis marocains, quand il y a une idée en tête, ils la poursuivent, ils l'approfondissent, ils la développent et attendent l'opportunité pour la faire partager avec les autres amis de l'Afrique. C'est pourquoi je dis que les Marocains n'ont jamais rien imposé, ils ont toujours nourri des idées et toujours cherché à les partager avec les autres. Et c'est pourquoi je me réjouis aujourd'hui que Sa Majesté ait pu s'approprier de cette affaire-là depuis longtemps. D'ailleurs, pour aujourd'hui, la transformer en initiative et faire en sorte qu'on puisse la partager au niveau de l'Afrique. Et cette idée de partage de l'Afrique atlantique arrive en son heure. Parce qu'aujourd'hui, on en parle au moment où la quasi-totalité des organisations multilatérales sous-régionales sont en difficulté. Je pense à la CEDEAO, je pense à l'UEMOA qui a quelques soucis, j'espère qu'ils vont s'en sortir. Et plus généralement, je pense même à l'Union africaine qui a aussi des soucis. Sans parler bien entendu au plan global des Nations Unies. Et dans un contexte où précisément on découvre que le multilatéralisme post-1945, qu'on le veuille ou non, a vécu. Il faudrait donc, aujourd'hui, lorsque nous parlons d'Afrique atlantique, que nous ayons vraiment le courage d'aller avec courage jusqu'au fond de la chose, pour que cette Afrique atlantique arrive, non pas pour effacer tout ce qui a existé jusqu'à présent, mais se présente comme une nouvelle alternative pour nous aider de faire émerger des richesses inestimables qui jusqu'à présent ne fait que dormir. Le professeur Malik vient de le rappeler. À part le pont de Rousseau, et vraiment il a opportunément mis le doigt sur la question, on ne voit pas vraiment quelque chose de grandiose, d'existant qui a pu être construit de manière concertée sur l'ensemble de ces gens-là. Donc c'est pourquoi dire. C'est dire que vraiment cette affaire d'Afrique atlantique intervient dans un moment opportun. Et constitue pour la sous-région, de manière particulière, et pour l'Afrique générale, une sorte d'horizon stratégique dont on doit se saisir pour avancer très loin. Parce que cette Afrique atlantique, pour nous, va enfin, du point de vue stratégique, permettre à notre continent de renforcer sa souveraineté, de se réindustrialiser autrement et surtout de mettre en œuvre, comme tantôt ça a été dit par-ci par-là, toutes ces opportunités et possibilités de connexion, que ce soit à travers
les connexions matérielles, notamment infrastructurelles, routes, ports, aéroports, etc., que des connexions sur le plan immatériel, je pense notamment à l'Internet, au numérique, aux choses qu'on ne voit pas, les câbles sous-marins, bon bref, des questions de sécurité aussi. Il faut aujourd'hui qu'on se rende compte d'une évidence. L'Afrique exporte aujourd'hui tout ce qu'elle peut transformer. Et bizarrement, l'Afrique importe tout ce qu'il peut produire. C'est un paradoxe. Et plus grave encore, l'Afrique continue à former ailleurs ses ressources humaines, quelquefois en décalage par rapport à nos réalités, alors qu'il aurait été possible de les former ici. Et tout cela pourra être, je pense, mis en œuvre dans le cadre d'un vaste projet qui serait fédéré par l'Afrique atlantique. Donc l'intégration des chaînes de valeur, il faut aussi qu'on le sache, ne signifie pas seulement produire ensemble, cela signifie aussi, ça doit signifier penser ensemble, former ensemble, exporter ensemble et aller ensemble conquérir les marchés comme par ailleurs les gens ont cherché à se mettre ensemble pour conquérir. Ceci dit, et avant de venir sur 3 propositions, je voudrais simplement attirer votre attention sur un fait. Mais l'Afrique atlantique, en vérité, si on y regarde de plus près, n'est quelque part que le pendant de ce qu'ailleurs on appelle l'organisation du traité de l'Atlantique Nord. Organisé autour des pays qui, au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, ont eu conscience de leur énorme fragilité et qui ont pu, à la faveur, bien entendu, il faut le souligner par ailleurs, de la rivalité hégémonique entre les deux blocs, qui ont pu se retrouver, se réunir et former cet OTAN, ce traité de l'organisation atlantique qui a pu se développer, prospérer et autres par rapport à la partie nord. Et aujourd'hui, le Maroc, la Mauritanie, Michel Ambassadeur, merci d'avoir choisi le Maroc, la Mauritanie et le Sénégal parce que pour la thématique, parce que le Maroc, la Mauritanie et le Sénégal constituent quelque part le verrou, ou si vous voulez la césure, ou bien le pont entre l'Atlantique Nord et l'Atlantique Sud. Et les pays africains doivent avoir la prétention, notamment à travers l'Afrique atlantique, d'assumer leur responsabilité historique sur toute l'Atlantique Sud, y compris en fédérant les pays d'Amérique latine, et même l'Amérique du Nord, qui par ailleurs est le seul pays au monde à partager avec l'Afrique, n'est-ce pas, une frontière maritime, notamment l'océan Atlantique, parce que quand vous êtes en face, quand vous êtes à l'ambassade des États-Unis d'Amérique, là-bas à Yoff, vous faites face à l'Amérique de l'autre côté. Il ne faudrait pas laisser cet espace-là devenir un jour une appropriation, encore une fois, des Européens et des Américains qui, en plus de l'Atlantique Nord, seraient venus pour mettre la main basse sur l'Atlantique Sud. Donc c'est extrêmement important que nous puissions penser cela du point de vue, pas simplement économique, c'est cela sur le plan économique, sur le plan diplomatique, sur le plan stratégique, sur le plan sécuritaire, en mutualisant l'ensemble de nos moyens et en cherchant à les décliner de manière efficace pour trouver les justes solutions par rapport à l'ensemble des problèmes qui se posent. Comme j'avais promis de ne pas être bavard, je vais terminer sur une chose. Nous ne pouvons pas penser l'Afrique atlantique et arriver à la mettre concrètement en œuvre si nous n'avons pas le courage de penser à la nécessaire, je ne dirais pas disparition, mais encore à la nécessaire réforme ou refondation de toutes ces structures multilatérales, régionales qui existent, pour voir comment est-ce que, avec l'émergence
d'une Afrique atlantique, d'une organisation de l'Afrique atlantique, on peut arriver à trouver de complémentarité pour que ces organisations-là existantes ne soient pas une entrave par rapport à ce que je considère comme un effet Hollande, une structure nouvelle qui pourrait émerger et qui, en rapport avec celle qui existait, pourrait contribuer une excellente chose pour le développement et le développement d'Afrique. J'aurais d'autres choses à faire, mais comme j'ai déjà fait une contribution de 6 pages que j'ai remis entre les mains de son excellence, monsieur l'ambassadeur, je crois que ça pourra apparaître dans les actes, n'est-ce pas, du séminaire, et ça pourra être partagé avec tout le monde. Je vous remercie de votre attention. Merci. Merci, cher ami. Nous l'avons vu à travers les 3 interventions, en commençant depuis notre ami Jedlan de l'université Abdelmalek Sardi de Tanger, et avec notre doyen Sané de l'UCAD, et pour finir avec notre ami Socrate Diallo. On voit que le mot maître, c'est la complémentarité. Et c'est tout à fait l'esprit de cette initiative atlantique, si j'ose dire, la responsabilité historique de perpétuer en fait un cadre qui existait, je l'ai dit. Aujourd'hui, l'exercice auquel nous nous prêtons, c'est d'abord un exercice d'intelligence collective entre des universitaires venus du Maroc et du Sénégal et d'autres personnalités venues d'autres pays comme la Mauritanie et d'ailleurs. Je crois que nous sommes en plein dans cet esprit de l'initiative atlantique qui, à mon avis, ici il y a un mot qui peut résumer, c'est la complémentarité, les chaînes de valeur. On parle bien de chaînes, qui parle de chaînes, parle de maillons. Et nous soutenir entre nous surtout, et ne pas laisser certains pays aussi derrière. Les stratèges disent que la force d'une chaîne, c'est celle de son maillon le plus faible. Et donc, il faudra nous apprendre à nous concerter, à nous compléter. Mais je pense que après ce cocktail de réseautage qu'on aura tout à l'heure, il y a aussi un déjeuner à 16h. C'est comme ça au Maroc, on mange, après on mange, voilà. Voilà. Et donc, mais je crois que nous avons quand même la chance, après l'exposé brillant que Moubarak a fait ce matin sur le plan scientifique, qui a bien cadré le débat, d'avoir des personnalités qui ont du vécu de cette ère géographique, de cette région, comme l'ambassadeur Amadou Diop, que je vois, et qui, à mon avis, pourrait faire un premier témoignage. Après, s'il y a quelques remarques, sachant que Excellence Gadio va prendre la parole cet après-midi dans le cadre d'une session. Ambassadeur Amadou Diop, ce que vous venez d'entendre, vous, qui avez été témoin de l'évolution de l'Union africaine, de la CEDEAO, des dernières évolutions, etc. Quelques commentaires, quelques propositions, en attendant de poursuivre le débat autour de ce cocktail de réseautage. Et je vois aussi notre doyen Kassé qui est derrière, qui n'échappera pas à l'exercice, et d'autres professeurs qui sont là. Bon. Excellence, vous avez la parole. Merci beaucoup. J'attendais poliment, sagement le moment d'intervenir officiellement dans le module 4, où j'aurai à exposer peut-être de manière globale ma modeste contribution, mais comme vous m'avez interpellé, et je crois que ça va dans le même sens. Vous venez de dire tout de suite qu'au Maroc, c'est comme ça, on mange. C'est la marque de la générosité. C'est dans cette même marque que aussi, quand vous donnez la parole, vous avez exprimé votre générosité. Je ne peux pas y refuser. Donc, je vais essayer rapidement de donner des éléments tout en me réservant l'après-midi pour mieux l'étayer et l'approfondir. Et il y a 3 points qui ont retenu mon attention. Le premier point, c'est d'avoir cette notion de complémentarité. Et cette notion de complémentarité fait que toute approche, toute ambition qu'on a par rapport à un projet, il faudrait que ce projet puisse s'inscrire non seulement dans la globalité, mais dans la complémentarité. Quand j'ai utilisé deux termes, globalité et complémentarité. La globalité, ça veut dire qu'il faut toucher tous les segments. Toutes les dimensions doivent être prises en compte. La dimension économique,
la dimension culturelle, la dimension humaine. Et je crois que dans ce cadre-là, nous avons des choses en commun à partager. Et je crois qu'à ce niveau, il y a effectivement des tentatives d'intégration que nous avons connues en Afrique. Et comme l'a dit tout de suite l'ambassadeur Diallo, actuellement des difficultés naissent au sein de la CEDEAO, de l'UEMOA et d'autres espaces. Et là, il a parlé de redéfinition, remodelage, en tout cas, pour ne pas dire revoir le dispositif. Mais en tout cas de cause, si même on ne peut pas aller dans le sens d'un dépérissement, il faudrait les rénover, les renforcer, mais il faudrait que cette approche atlantique africaine puisse être une plus-value. Non seulement une plus-value, mais peut jouer même le rôle de force attractive pour mieux booster ces organisations, qui devraient s'inscrire dans cette ligne d'harmonisation, de collectivité et d'approche globale. Ça, c'est le premier élément, point qui a pu susciter mon attention. Il a parlé d'un aspect aussi, de notre point important. C'est-à-dire qu'il faudrait, en jetant un regard sur cette approche d'intégration de cette façade maritime, là aussi, il faut avoir une vision globale, une vision élargie, en sachant que la frontière de cette façade, de cette zone, ce sont les États Caraïbes, l'Amérique et les États-Unis. L'Amérique, parce que la mer est un pont, est une frontière. Cette frontière qui nous... donc il faudrait en même temps, tout en ayant cette approche, tenir compte du fait que nous devons, dans la vision, avoir cette perspective de pouvoir créer des liens, non pas un lien. Le lien peut être vertical à notre niveau, mais il faudrait aussi penser au lien horizontal avec cette entité. Là, c'est, je crois, l'approche qu'il faut avoir en termes d'analyse prospective. Troisième point d'intervention, j'ai parlé de la géographie, de la géopolitique, j'ai parlé de l'approche globale, mais tout s'irrigue à partir de l'histoire et de l'évolution de l'histoire. L'histoire a montré que c'est à partir de ces grandes entités, si on fait une analyse historique des mouvements, c'est toujours les puissances se fondent sur ce narrossement à la mer. La force que nous avions de Carthage pour un peu aller plus loin, de la Grèce, de l'Empire romain, ils avaient fait du bassin méditerranéen un point d'appui pour pouvoir prospérer dans le monde. Et quand je dis bassin méditerranéen, et le bassin méditerranéen est connecté à l'Atlantique. Ça veut dire que c'est de ce continuum qu'ils ont pu bâtir, renforcer, propulser leur puissance. On peut en dire la même chose. Si l'Espagne et le Portugal au XIVe siècle ont pu dominer le monde, c'est dans cette dynamique-là. Si au XVIIIe siècle, XIXe, la Grande-Bretagne et la France, c'est la même chose. Et ça nous conforte dans l'idée que qui tient la mer, tient le monde. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vois une main se lever là, et puis il y a le colonel. Et je pense que le monde économique aussi est là. Hein, parce qu'on parle du lien, mais aussi on parle du bien, hein, le bien économique. Voilà, c'est toujours avec le Maroc, hein, cette dialectique du bien et du lien. Donc après le lien, on parlera du bien. Donc vous avez la parole, après à mon colonel, et madame a levé la main derrière, et voilà. Bonjour, je me présente, je suis Dr Seydou Bokoum et je suis le vice-président du laboratoire de recherche économique et monétaire de l'Université Cheikh Anta Diop. Je suis à la FASEG. Bon, moi je vais aborder la question différemment. Je suis un pur produit de l'école américaine. Je suis rentré au Sénégal en 2019 et je suis docteur en économie numérique. J'ai écrit mon doctorat à ce qu'on appelle le e-gov, le gouvernement digital, sous l'ordre du président Bassirou Diomaye Faye, qui m'avait donné ce sujet, le digital comme levier de développement. Moi, je pense que
l'angle où on doit prendre la question, on a un problème de quoi? D'infrastructure. Et l'infrastructure, c'est quoi? Selon Michael Kalaki, c'est l'investissement. Mais est-ce qu'on peut investir si on n'a pas une monnaie forte? Est-ce qu'on peut investir si on n'a pas une monnaie forte? Est-ce qu'avec nos monnaies locaux que nous avons, est-ce qu'on pourra investir? Notre premier problème, c'est de l'investissement. Si tout ce qu'on doit faire dans notre sous-région, nous le ferons avec l'euro et le dollar, mais nous ne pourrons jamais faire ce qu'on veut faire. Exemple, cette chaussure, ça vient du Maroc. Mais on l'a acheté en euros. On a donné du CFA, qu'on a transféré en euros, pour qu'on le transfère en francs marocains. Pourquoi moi, Sénégalais, je peux acheter avec mon CFA chez le Marocain, comme le font les pays asiatiques? Le Vietnam, l'Indonésie, l'Inde, la Chine, ils achètent dans leur monnaie locale. Donc pour moi, la première chose, c'est quoi? La monnaie. Tant qu'on n'a pas encore réglé ce problème-là, on ne pourra pas régler le problème. Deuxièmement, et plus simple, le Sénégal est le premier producteur de gomme arabique. Mais le premier marchand de gomme arabique, c'est une société française au monde. Et la gomme arabique vient du Sénégal, tout ce corridor que nous avons, mais on n'a pas de plus-value sur la gomme arabique. Ok. Merci. Merci beaucoup. Mon colonel et puis Madame Excellence qui a levé la main. Oui. Non, respect, Excellence, Monsieur l'ambassadeur. Nous allons prendre 3 minutes simplement pour pouvoir contribuer à ce qui est devant nous et qui interpelle toute l'Afrique et les autres nations et les continents. Docteur, que Dieu vous garde et veille sur vous et veille sur le travail que vous faites pour l'Afrique. Le premier élément est d'abord, quand on lit vers des chaînes de valeur s'intégrer pour l'Afrique atlantique, il y a des mots importants là-dedans. C'est des valeurs intégrées, des chaînes et des chaînons, une Afrique qui est plus ou moins littéralement sur le continent et qui est réellement sur les océans. Le second élément, c'est simplement une contribution qui vise à rappeler que ce que je dis s'appuie sur ce qu'on appelle la sécurité, la défense, c'est vrai, mais l'économie et de la sociologie et du social. Le troisième élément, ce sont les questions de dorsales, qui sont extrêmement importantes. Quand dans un espace défini, on n'a pas de dorsale, ça ne passe pas. C'est comme la colonne vertébrale qui dirige en fait qui est dans nos pays et qui est dans nos États. Aux États-Unis, on a des pénétrantes et des dorsales. Quand on prend l'autoroute 65 qui va du nord au sud, pourquoi l'ont-ils fait à travers ces États? C'était calculé, c'est sûr. En Europe, c'est le même cas. Nous avons des pénales et des dorsales qui ont permis à l'Europe de régler ses propres problèmes. Le dernier problème a été le problème de la Bosnie-Herzégovine, où nous avons cet éclatement d'un État qui était hyper puissant et indépendant et solide. Il a fallu travailler à l'interne, au niveau des dorsales, dans les Balkans, pour que et la Serbie, et la Croatie, et la Bosnie telle qu'elle est en tant que pays musulman, puissent s'adosser à ces transversales, à ces dorsales et se réunir. L'avant-dernier élément, c'est quoi? C'est qu'en Afrique, nous avons plus ou moins dormi sur la vérité. Parce qu'on a travaillé sur des fondations extrêmement anciennes. Et c'est un point de restructuration et de refondation. Si nous ne mettons pas ensemble, nous n'aurons ni dorsale, ni pénétrante. Heureusement que ça m'a dit du Maroc et le Maroc ont pensé qu'il fallait y aller. Mais des questions sont posées. Que fait le Maroc à la CEDEAO? Le Maroc est venu travailler à la CEDEAO en tant que pays africain d'abord. La cause a été défendue il y a 2 ans sur certains panels.
Il est question maintenant de le rendre opérationnel. À défaut, nous allons avoir les mêmes problèmes qu'on a eu. C'est quand Irafik a disparu. Tout le monde sait que c'est le saut de pouce pour quitter le Sénégal et aller, même en Côte d'Ivoire, il faut passer par Askai ou d'autres compagnies, ou par l'Éthiopienne. Ça, c'est des petits éléments qui sont éminemment importants et qui préfigurent ce dont on a parlé sur ce séminaire où il y a des cassures très fortes qui nous empêchent d'avancer. Et nous empêchons d'avancer pendant au moins 30 ans. L'Europe l'a réglé. Les Amériques l'ont réglé. En Asie, ils l'ont réglé à travers les îles, à travers les océans. Parce qu'ils n'ont pas d'autre. L'Inde, le Pakistan, le Sud, on peut au nord de l'Australie. Donc ce sont ces dorsales-là qui vont nous permettre de rebondir. À défaut, je crois que les problèmes vont continuer. Donc merci au maître à Sa Majesté d'avoir pensé que ces dorsales peuvent nous permettre de nous développer assez rapidement sans avoir à dépenser outre mesure. Docteur, je vous remercie. Merci de cette prise de parole. Merci beaucoup. Et donc, une dernière parole. Comme vous savez qu'on dit chez nous, les femmes ont le dernier mot. Donc, lorsqu'elle parlera, nos amis ici se sont mis d'accord pour donner la parole. Le Sénégal et le Maroc se sont mis d'accord pour donner la parole à M. Djedran. Vous savez, quand les Marocains et les Sénégalais se rencontrent, j'avais entendu ça quelque part. Ils disent d'abord, ben, on est d'accord, mais on parle de quoi? J'avais entendu cette phrase. Ils sont d'accord. Donc, madame, vous avez la parole. Après, M. Djedran va répondre peut-être voilà. Et après, nous allons passer à ce cocktail de réseautage. Voilà, comme on l'appelle. Merci. Merci beaucoup, monsieur le modérateur. Tout d'abord, nous tenons à remercier son Excellence d'avoir bien étendu l'invitation à Gay de 2000, monsieur Ibrahim Ndour et Dindjane empêchés. Alors, je prends la parole aujourd'hui déjà pour parler un peu d'une initiative, parce que dans le cadre de l'Alliance africaine pour le commerce électronique, c'est une association à but non lucratif qui regroupe 22 pays, donc des opérateurs de guichet unique, dont le Maroc assure la présidence. Donc, j'ai deux casquettes. J'aimerais partager avec vous, avec l'audience, une initiative que nous avons menée en nous appuyant sur les guichets uniques. Et je pense que tout à l'heure, on a parlé des corridors et les guichets uniques occupent une place importante aujourd'hui dans tout ce qui est fluidification des frontières. Nous l'avons éprouvé lorsqu'il faille interconnecter des systèmes douaniers entre le Sénégal et le Mali. Et aujourd'hui, nous sommes en train de réfléchir sur comment est-ce qu'on pourrait rendre smart le corridor qui vient du Maroc et jusqu'au niveau du Mali. Donc, nous sommes en train de travailler et vraiment réitérer nos remerciements et également souligner l'importance de s'appuyer sur les guichets uniques du commerce extérieur pour la dématérialisation des données et des documents de commerce extérieur qui posent beaucoup de problèmes de contestation au niveau des frontières. Merci. Merci beaucoup. La question a été posée, donc je pense plusieurs questions. Je donne la parole pour répondre au nom du panel. D'accord. Nous sommes d'accord ou bien vous voulez dire quelque chose? Vous êtes d'accord? Ils sont d'accord. Nous sommes d'accord. C'est comme ça le Sénégal et le Maroc. On est toujours d'accord, mais on ne sait pas de quoi on va discuter. D'accord, merci. Donc, je suis tout à fait d'accord avec la question de complémentarité. C'est ainsi qu'on parle des chaînes de valeur régionales. Je crois que la complémentarité, c'est le mot d'ordre. Je ne vais pas être long. Je vais rappeler seulement peut-être de façon générale. Je suis tout à fait d'accord avec l'initiative des guichets uniques. C'est très important. Maintenant, surtout, il y a des défis quand même qui restent posés par rapport à cette initiative, mais c'est une avancée qui, à mon sens, va même accélérer l'instauration de la ZLECAf. Je crois que c'est très très important et c'est fait dans ce sens-là. Pour la monnaie forte, là où je suis d'accord, c'est que vous parlez du péché original. Vous parlez du problème que nos monnaies ne sont pas convertibles. Ce qui est un peu différent de la monnaie forte, parce qu'on voit le président américain actuel qui cherche une monnaie, $1 faible, malgré qu'il y a des interprétations, de fausses interprétations de la part de journalistes, etc. Mais en réalité, ce qui est fait, c'est recherché par la politique américaine. Et donc, je crois pas, je suis d'accord avec ce que vous avez dit, sauf que
on ne va pas attendre à ce que nos monnaies deviennent convertibles, fortes, etc. pour investir. Je crois que le Maroc a démontré qu'on peut toujours relever les défis, chercher des alternatives. On a investi en Afrique, justement de l'Ouest, en dollars et en euros. D'accord ? Mais cet investissement est très important. Pourquoi ? Parce qu'on connaît la région. Le fait que nos entreprises travaillent dans la région, mais également des entreprises de la région qui travaillent au Maroc. Donc il y a un échange. On se connaît très bien. Il y a une histoire. Je crois que c'est de là où émane la force de cette initiative atlantique. Je crois que l'initiative atlantique est une suite logique de l'histoire, de la géographie, de l'espace. C'est pour cela l'investissement est très important dans ce sens-là. Maintenant, la question de la réforme du système monétaire, même au niveau international, a été posée. L'architecture financière, je crois que lors des derniers sommets, ils ont vraiment discuté cette question. Mais ce n'est pas une raison pour retarder tout le projet en attendant de résoudre ces problèmes. Je crois que c'est plus, si on arrive à trouver des solutions, ça va accélérer encore plus. Mais nous avons tout intérêt à ce qu'on s'inscrit dans ce projet, on continue. Et ce projet montre l'importance également pour nous du Sahara marocain, pour toute la région. Parce que c'est un projet qui a été constitué en connaissance de la région, mais également on a renforcé les atouts de nos provinces du Sud qui permettent la connexion entre le nord et l'ouest de l'Afrique, tout en exploitant cet atout de l'Atlantique. Il faut relever le défi parce que le gazoduc, c'est un projet qui demande du courage. Je crois au départ, on avait tous une certaine réticence en disant comment il va être financé, etc. Mais on voit que là, il est en train d'avancer. Je crois que c'est un message, c'est un lueur d'espoir que l'Afrique peut réussir quelque chose ensemble. Je crois que c'est un message très important également à nos enfants, à nos jeunes, qu'on peut travailler ensemble, qu'on peut vivre ensemble. Et je crois dans le contexte actuel, on n'a plus le choix. Dans le contexte actuel, on voit les États-Unis, ils ont changé un peu les règles du jeu au niveau international. L'Europe est en train de faire de même. Je crois que les États-Unis le font de façon directe, hard. Les Européens, à travers les CBAM, je l'ai cité tout à l'heure, de façon indirecte, ils le font de façon soft. Je crois qu'au niveau africain, on doit saisir le message et l'opportunité pour passer à l'acte. Et je crois que l'Afrique atlantique, c'est un projet qui va permettre, à travers, comme j'ai dit tout à l'heure, boule de neige, d'intégrer toute l'Afrique. Et merci. Merci. Je pense que pour M. Sané,